Merci. Président de Laser, entre autres. Merci qui a accepté de faire une conclusion, comme vous le faites toujours avec pertinence. Voilà, je passe avec pertinence et simplement avec plaisir, parce que j'ai l'impression vraiment que quand on écoute l'analyse de ce trophée IE Club, on parle de ce que j'appellerais l'économie réelle. C'est-à-dire, tout le monde dit vive l'économie réelle, en opposition à des économies strictement financières, virtuelles, etc. Mais on le dit quelquefois de façon idéologique. C'est-à-dire que là, on parle de l'économie réelle, c'est-à-dire celle qui existe vraiment. C'est-à-dire qui est composée à la fois de grandes entreprises et de plus petites, qui fonctionnent ensemble. Moi, je trouve déjà, quand on regarde le panorama de ce qui a été présenté aujourd'hui, quand on regarde les 14 nominés, c'est tous des trucs hyper intéressants et qu'on sent complètement dans les enjeux d'aujourd'hui, entre des grandes entreprises, des petites entreprises innovantes dans le domaine de IT. Voilà, on voit très bien qu'il se passe, que c'est là-dessus que je joue largement des enjeux de croissance, de renouvellement de l'économie, et c'est hyper important. Par ailleurs, quand on regarde l'historique de l'IE Club, moi je sais que cet historique a transcendé des tas de notions à la loi, du type distinction trop forte entre public et privé. Au départ, les remises de prix de ce type-là, ça se passait toujours, parce que c'était parti comme ça, d'une optique un petit peu citoyenne, avec des entreprises, des grandes entreprises publiques qui s'étaient ouvertes à des partenariats avec des petites entreprises innovantes. Donc, une année, on était, il y a toujours le soutien fort de la Poste, mais voilà, c'était la Poste, une année SNCF, une année RATP, France Télécom, Orange, etc. Et puis, peu à peu, on s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'un comportement citoyen uniquement, il s'agissait d'une nécessité, et que toutes les entreprises devaient bien sûr s'engager dans de tels partenariats, et on a eu l'idée de faire un premier événement BDF, et puis voilà, le partenariat s'est noué. Donc, vous voyez, on est sur quelque chose qui phare son chemin, de façon qui trace sa route de façon très, très convaincante. Et je pense que ça trace tellement sa route que ça peut être très éclairant sur un sujet d'avenir, qui est qu'à l'heure actuelle, où on veut bien saisir l'économie réelle, où on essaye de bien appréhender qu'est-ce qui doit se passer entre les grands acteurs, des plus petits, des structures d'innovation, il y a un mot qui revient en boucle, qui est un mot assez sympathique, mais pas 100% juste, qui est le mot de filière. On adore ce mot de filière. Moi, je le trouve hyper sympa. Il se trouve que quand j'étais au ministère de l'Industrie autrefois, j'ai participé à une aventure qui s'appelait la filière électronique, qui n'a pas été une aventure 100% réussie. Donc ça m'a amené à regarder ça avec attention. Quand on parle de filière, généralement, on parle de quelque chose qui a 4 caractéristiques. On parle de quelque chose qui est dominé par les frontières d'un secteur donné. On parle de rapports relativement linéaires. Dans cette salle, hier, j'entendais quelqu'un qui parlait des donneurs d'ordre, des sous-traitants de rang 1, des sous-traitants de rang 2, des sous-traitants de rang 3. Donc on a l'impression d'une linéarité absolument formidable le long d'une filière. Quelque chose d'assez stable. Les grands sont des grands, ils resteront des grands. Les petits sont des petits, ils resteront des petits. Les moyens sont des moyens. Il n'y a personne qui se déplace trop. Et puis on parle avant tout d'une logique de relation entre les uns et les autres, qui est une logique d'achat. Les sous-traitants de rang 3 sont achetés par les sous-traitants de rang 2, etc., jusqu'aux premiers sous-traitants qui sont souvent achetés par l'État. C'est ça qui explique que l'État aime bien les politiques de filière, c'est qu'il y a, à travers le rôle de l'État acheteur, une façon de coordonner ces politiques qui est toujours assez convaincante. Or là, qu'est-ce qu'on voit? C'est pas du tout ça. On est dans quelque chose de très très différent, et très souvent, il y a des cas dans lesquels il y a des vraies filières. Et c'est très souvent des points forts en France. Mais on ne peut pas les généraliser complètement. Secteur. On sait bien qu'on n'est pas vraiment dans une économie dans laquelle tout est dominé par des secteurs. Bien sûr, ça fait plaisir aux analystes financiers qu'on puisse après appliquer des instruments de valorisation qui soient homogènes sur un plan sectoriel. Mais on sait qu'aujourd'hui, la plus grande capitalisation boursière de l'histoire, Apple, va rattacher là à un secteur donné. C'est tout assez difficile, hein, informatique, télécom, musique, information, etc. Très compliqué. Il y a une prime d'incomparabilité quand on échappe aux catégories d'un secteur. Linéarité. Linéarité, ça ne va pas de soi. On est dans des rapports qui ne sont pas du tout linéaires, avec des courts-circuits, etc.
voire même quelquefois avec ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire avec des choses qui reprennent, au contraire qui tournent comme ça. Là, on avait un exemple, Bouygues Télécom Recommerce Solutions, c'est peut-être pas exactement de l'économie circulaire, mais tout de même, ça y ressemble. Hein. C'est déjà quelque chose dans lequel on va recycler, revendre d'occasion, éventuellement, peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas assez le contenu de ces activités, réhabiliter, recycler, restituer, voilà, ça c'est des concepts d'aujourd'hui, c'est extrêmement important. Stabilité, est-ce qu'on est dans des environnements stables? Pas du tout. Ce qu'on a vu comme exemple, c'est énormément d'exemples qui sont liés à la recherche de solutions d'innovation, et d'innovations qui ne sont pas des innovations incrémentales, mais des innovations assez fortes, de rupture, des innovations de métier. On a tout à l'heure donné un prix à Carbox et Renault. Donc voilà, deux acteurs de taille différente qui se mettent dans des rapports ensemble pour attaquer un marché de façon différente de ce qui se faisait avant. Rapport d'achat. Dans le prix de tout à l'heure, on a entendu Cadino et Think & Go dire qu'on n'a pas des rapports d'acheteurs et sous-traitants. On est dans de la co-conception. C'est quelque chose de complètement différent comme type de relation. Donc on n'est pas dans des logiques qui sont dominées par la pure logique de l'acheteur, mais dans des logiques de co-conception. C'est tout à fait différent. Et puis, j'aimais bien qu'il y ait le prix du coup de cœur, parce que le prix du coup de cœur, il a amené aussi à voir que l'économie, ce qu'on appelait traditionnellement l'économie, est appelée pour s'enrichir et se développer, à trouver d'autres modes de relation avec la société, avec des acteurs qui sont un petit peu différents. L'exemple de Banque Postale et de Kiss Kiss Bank Bank, c'est tout de même un exemple très parlant, donc c'est très bien qu'il ait été choisi aussi, des nouveaux rapports qui doivent exister entre l'économie estampillée économie, c'est-à-dire celle qui est faite avant tout en pensant résultats, performances opérationnelles et financières de l'entreprise, et ce qui est également performance sociale, réalisation d'un certain nombre d'objectifs autres dans la société, et toute la dynamique et toute la puissance de la révolution Internet, elle provient très souvent du type de relation entre deux acteurs différents. On est de plus en plus dans un monde qui a deux jambes, et on le voyait illustré de cette manière-là. Donc je trouve que, vous voyez, sans en faire une théorie absolue, il ne faut pas se laisser enfermer dans des notions toutes faites. La notion de filière est peut-être une notion un peu trop toute faite si on voulait trop la généraliser, mais partir de l'observation de la réalité de ce qui se passe pour en tirer non seulement des occasions de prix et de célébration, mais des concepts, si on veut, éclairer